Alors, comme vous le savez, peut-être, la recherche actuelle, aussi bien scientifique que zoomusicologique, a montré que les séquences sonores émises par certains animaux, en particulier les oiseaux, forment des unités que l'on peut, sans abus de langage, considérer comme musicales, car elles comportent des variations d'intervalle, de durée, de timbre, voire dans certains cas, ce que l'on pourrait appeler un vrai style individuel, transmis de génération en génération et constituant une sorte de protoculture. Or, et c'est ce que nous voudrions souligner aujourd'hui, de telles observations avaient été jusqu'à un certain point déjà faites par les anciens qui avaient noté que certains animaux réagissaient à des modes et à des rythmes et étaient parfois quelquefois capables de produire des expressions sonores harmonieuses, irréductibles à des fonctions biologiques ou de communication. Alors, notre objectif aujourd'hui est de démêler l'écheveau des remarques des anciens, les multiples remarques des anciens à ce sujet, et suivre leur évolution au cours de l'Antiquité. Alors, nous avons prévu de le faire selon un empan chronologique franchement ambitieux, sans doute trop ambitieux, puisqu'il va de la période archaïque jusqu'au début de l'ère chrétienne, et donc un tel choix va nous contraindre à opérer des trous dans l'empan chronologique, donc à avoir des lacunes, et à être synthétique. En tout cas, ce faisant, nous espérons jeter quelques lumières sur les cadres de la discussion philosophique dans lesquels s'inscrivent très souvent les réflexions des anciens à propos de la musicalité des animaux. Une telle thématique était importante, considérée comme importante dans l'Antiquité, parce qu'elle touche à la définition de la musique comme produit de l'intelligence humaine et par là même interroge ce qui sépare ou rapproche l'homme et l'animal, et tout cela grâce à une étude du rôle joué entre sensibilité et intellect par les facultés de l'imagination et de la mémoire. Voilà, donc alors la question à laquelle on va tenter de répondre via les anciens, quelque part, est la suivante. Donc, les capacités musicales peuvent-elles constituer l'indice, disons, de la présence chez l'animal d'une impulsion naturelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui un instinct, ou des formes d'intelligence, d'imagination ou de raison semblables à celles des hommes? Alors, disons que pour développer cette thématique, on a tenté de mettre un peu en œuvre une sorte de démarche interdisciplinaire. Évidemment, il fallait la philologie pour entrer dans le vocabulaire, le lexique, la signification des termes des anciens, mais aussi évidemment la philosophie pour comprendre un peu leur discours, l'encadrement historique et à la fois, comme dire, une certaine conscience musicologique. Alors, nous allons suivre un peu ces plans. Donc, après avoir montré, disons, à travers les mythes et la poésie archaïque, que la musique apparaissait dans l'imaginaire collectif comme une sorte de bien commun aux hommes et aux animaux, nous allons décrire donc la pensée des philosophes qui ont jeté toutes les bases du débat ultérieur, évidemment pour cette thématique comme pour beaucoup d'autres, c'est-à-dire Platon et Aristote. Nous allons ensuite tenter de retracer les débats qui s'est développé entre surtout stoïciens et néo-académiciens, avant d'aborder brièvement la pensée chrétienne en finissant avec Saint Augustin. Comme on verra, c'est un peu, comme dire, une manière pour fermer les chapitres de cette problématique dans le monde ancien, quelque part. Alors, la mythologie, tout comme la poésie des premiers siècles en Grèce, accordait indubitablement des formes d'expression musicale au monde animal. Or, il faut souligner que celle-ci se trouve souvent dans une sorte de zone frontière entre le monde humain et le monde animal. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pour prouver, on peut citer quelques épisodes homériques d'abord. Alors, celui des sirènes, qui sont quand même de merveilleuses chanteuses, comme vous le savez, mi-femmes et mi-oiseaux. Alors, 2 ou 3 sirènes, il y a eu le débat la semaine dernière. Et donc, ces sirènes, vous savez, causaient la perte des humains par leur voix. On pense encore à la magicienne Circé, qui attirait par son chant les hommes à l'intérieur de son palais pour ensuite les transformer en pourceaux. Donc elle est toujours dans une zone frontière entre humanité et animalité. L'Odyssée fait également allusion à l'histoire de Procné, transformé en rossignol, et de son époux Thérée, comme vous savez, métamorphosé en humain. Dans toutes ces histoires,
la musique accompagne, voire quelquefois favorise le passage de l'homme à l'animal. La musique apparaît également dans le mythe comme un moyen de communication privilégié entre l'homme et l'animal. Et ici, il faut avant tout parler de la légende d'Orphée, qui séduisait de son art les animaux et les rochers, et qui était destiné à devenir, comme vous savez, un motif iconographique, vous le voyez ici, récurrent. Alors, il faut quand même souligner qu'il n'est pas sûr que cette légende, devenue ensuite une référence incontournable pour toute l'histoire de la musique, nous permette d'affirmer que les anciens reconnaissaient effectivement aux animaux une réelle sensibilité à la musique. Elle met en effet surtout en scène l'immense pouvoir de la musique capable d'attendrir même le plus improbable des auditoires, c'est-à-dire les animaux. Donc, vous voyez, la musique, déjà, dès le début, elle se situe dans une zone extrêmement ambiguë entre humanité et animalité. Alors, dès le 7e siècle avant Jésus-Christ, on ne se contentait pas, d'ailleurs, de considérer le chant comme une pratique simplement commune à l'homme et à l'animal. On a quelquefois explicitement attribué au second un art que l'homme aurait ensuite appris en imitant avec la bouche ou des instruments de sa fabrication des sons entendus dans la nature. Dans des vers parvenus jusqu'à nous, le poète Alcman, vous voyez ici, le poète Alcman déclare avoir trouvé dans la bouche des perdrix les vers qu'ils chantent et la musique qu'ils accompagnent. Alors je vous cite la traduction exacte de Philippe Brunet, qui est peut-être un peu loin, mais qui est quand même bien tournée, donc je vous la cite. Alcman a trouvé ses paroles et de sa langue a sifflé l'air en tressant la chanson des perdrix. Voilà, alors qu'est-ce qu'il avait vraiment écouté des perdrix? À mon avis, surtout les rythmes, parce que écoutez juste le vers d'une perdrix. C'est très clairement, comme dire, une séquence qui donne comme une impulsion rythmique assez claire. Donc, avec toute probabilité, disons, c'est l'aspect rythmique, disons, qu'il aura imité, hein, en quelque sorte. Dans le fragment suivant, chez Garcia, donc, Alcman se glorifie encore de connaître le chant de tous les oiseaux. Alors, au-delà de la beauté poétique de l'image, il s'agit bien d'une vision qui plaçait le chant des oiseaux en amont de la musique humaine et qui fut diffusée tout au long de l'Antiquité, de Démocrite à Plutarque, en passant chez les Latins par Lucrèce. Et passons maintenant aux philosophes, qui évidemment, aux philosophes de l'Antiquité, qui ont été fortement intrigués par la richesse et la variété des modulations et des émissions sonores des oiseaux. Et leur chant faisait en effet pour eux partie des phénomènes exceptionnels, phénomènes qui, dans le monde animal, paraissent proches, quelque part, des œuvres des hommes. Évidemment, les cigognes, ici à Strasbourg, je vais dire, avec les nids, qui sont des constructions quand même assez complexes, les toiles d'araignée aussi, les fourmilières, les rayons d'abeilles, c'est tout un tas de mirabilia, comme dire, des choses incroyables que les animaux sont capables de faire. Alors, comment expliquer que des œuvres aussi sophistiquées soient présentes dans la nature? Alors, la réponse s'inscrivait dans deux sortes de stratégies, globalement. Ou bien, on attribuait à l'animal une forme de comportement et de savoir totalement instinctif, ou bien il s'agissait de reconnaître une forme d'intelligence. En tout cas, dès le 5e siècle, les sources posent en principe aussi bien l'existence d'une similitude psychique fondamentale entre l'homme et l'animal que celle d'une infériorité de l'âme animale par rapport à celle de l'homme. Si les hommes, tout comme les animaux, savent et font naturellement fuser certaines choses, et notamment celles qui sont nécessaires à leur survie, pour certains philosophes, c'était en effet peut-être dans cette direction qu'il convenait de chercher la clé pour expliquer ce qui pousse un oiseau à chanter. Entre guillemets ou non. Voilà. Alors, le premier jalon incontournable, quelque part, à ces sujets est constitué par les dialogues platoniciens. Alors, la position de Platon et de ses disciples à l'égard de l'animal est un peu, comment dire, ambivalente. D'un côté, il en fait un symbole d'irrationalité, mais de l'autre, dans ses œuvres de la maturité, il accorde aux bêtes une forme de nous, certes inférieure à celui des hommes, mais réelle. L'attention qu'il prête au chant des oiseaux reflète cette ambiguïté,
même si, globalement, son discours semble plutôt nous orienter vers une sorte de démarcation assez nette entre le monde humain et le monde animal. Alors, voyons à présent les textes qui vont apparaître sur les textes qui vont apparaître donc sur cette diapo. Alors, il y a d'abord le Phédon qui est intéressant. Alors, dans le Phédon, Platon a immortalisé la légende du chant du cygne en la faisant évoquer par Socrate sur le point de mourir. Vous allez voir qu'on va revoir cette légende. Le philosophe explique que, contrairement à une croyance répandue, le cygne ne chante pas avant de mourir sous l'effet de la peur du trépas, mais parce qu'il est heureux d'aller dans l'Hadès. Le cygne est donc chanteur par nature et chante pour chanter. Et dans un autre registre, alors je passe maintenant au Phèdre, dans un autre registre, c'est le plaisir qu'ils prennent à chanter qui fait oublier aux hommes cigales du Phèdre qu'ils doivent s'alimenter pour vivre. Après la venue des muses qui leur accordent le privilège de passer leur vie entière à chanter sans avoir besoin de manger et de boire, ceci n'existe que par la musique et pour la musique. Alors, une ligne de démarcation quand même beaucoup plus nette entre les émissions sonores des hommes et celles des animaux émerge néanmoins clairement dans le tout dernier dialogue platonicien, les lois. Les arguments de l'interlocuteur donc maïeutique, donc vous savez le vieillard qu'on appelle l'athénien, sont explicites. Voici ce qu'on lit, et c'est très clair. Aucun animal n'a le sentiment de l'ordre ou du désordre dans les mouvements, ce que nous appelons rythme et harmonie. Alors, Platon exprime clairement sa préférence, disons, pour une musique qui réussit à réunir correctement trois éléments. Donc, harmonie, rythme et parole. Donc, il rejette en revanche les situations où la musique ne réunit pas ces trois éléments. Il rejette des situations opposées. Les poètes qui mélangent d'une manière confuse des voix d'animaux, d'hommes et d'instruments de musique et toutes sortes de bruits confus, et ceux qui tombent dans le défaut contraire qui consiste à tout séparer, tantôt présentant des mesures, des figures et des vers sans mélodie, tantôt sans paroles, des rythmes et des mélodies qu'ils exécutent sur les luttes et sur la flûte. Des sortes de... Comment? Olos et Sita. Olos, ok. Qu'est-ce que j'ai dit, pardon? C'est flûte. La flûte, non, c'est sans doute l'olos. Oui, l'olos. Les traductions. Oui, ok. Alors, sur les luttes ou l'olos, et sur la cithare et l'olos, ok, on y est, la cithare et l'olos, de sorte qu'il est fort difficile de deviner ce que signifient ces mesures et cette mélodie dénuée de paroles, ni à quel genre d'imitation un peu raisonnable cela rassemble. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Au fond, ce qu'on dirait en des termes modernes, ce qui ne lui convient pas, c'est la musique instrumentale, tout simplement. C'est-à-dire la musique qui n'est pas liée à la parole. Hein, parce que c'est une musique qui ne transmet pas une signification claire. Et donc, c'est le point fondamental. Le discours est sans ambiguïté. Une musique purement instrumentale ne nous permet pas de saisir clairement ce qu'elle signifie. Et se révèle donc inapte à réaliser une bonne imitation. C'est au fond la tâche fondamentale de l'art, disons, pour Platon. Il s'agit d'une thèse qui sera destinée à une très grande reprise dans l'Antiquité. Évidemment, quand on parle d'imitation, tous les anciens ont parlé de ces thématiques et qui arrive jusqu'à la modernité. Au fond, il fera surface encore, vous voyez, dans les beaux-arts réduits au même principe de Charles Batteux. On est en 1746 et c'est un traité qui a relancé. Alors, c'est quoi le même principe? Le même principe, c'est la mimésie, c'est l'imitation. C'est encore ce principe platonicien. Et c'est intéressant d'aller voir que dans les chapitre 3 des Beaux-Arts, vous voyez, de la partie consacrée à la musique, toute musique et toute danse doit avoir une signification, un sens. Ce qui lui fera dire à cet auteur très éloigné évidemment de Platon, mais encore dans l'héritage, si vous voulez, de cette tradition, qu'une musique instrumentale n'est que moitié de son existence, de l'existence de la musique. Donc, parce qu'elle n'a pas de signification et surtout fait un peu, on utilisera une métaphore là, l'effet d'un prisme, c'est-à-dire quelque chose qui est beau pour ses couleurs, mais qui à un certain moment fatigue, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est une thématique, comme dire, qui à partir de ces présupposés, évidemment, il semble plutôt aisé de trouver
une solution, si on revient à notre problème, au problème qui nous intéresse. Les animaux, n'ayant pas une parole, évidemment, ne peuvent pas avoir, sont incapables de produire une musique digne de ces noms. Donc, maîtriser bien son art, dans le cas de la musique, ne signifie pas, vous voyez, apprendre à faire certaines choses par routine et sans principe, comme les animaux et certains musiciens, mais plutôt être capable de juger du rythme et de l'harmonie. Donc, c'est une idée. Donc, il y a des idées au fond, hein, des aspects importants. Un, une musique doit contenir une forme d'imitation et donc doit être liée à la parole. Deux, pour qu'on puisse maîtriser l'art de la musique, il faut savoir, il faut connaître. Et la connaissance et le savoir sont propres seulement à l'homme. Même si, bon, quelques passages, si vous voulez, du texte de Platon ne sont pas sans ambiguïté à ce sujet. Il reconnaît dans ce même dialogue à l'animal une certaine capacité de discernement, c'est le nous, le mot, et une forme de tempérance aussi. Mais en même temps, comme dire, cette position, au moins par rapport au chant des oiseaux et à la musique animale, est très claire. Il n'y a pas vraiment de musique parce qu'il n'y a pas de logos. Et là, on est assez clair. Alors, on va passer maintenant à Aristote. Alors, chez Aristote, la réflexion sur les capacités animales est beaucoup plus développée. En effet, si comme chez Platon, la comparaison homme-animal émerge d'abord dans les écrits politiques, elle est remarquablement approfondie dans d'autres contextes, et en particulier celui de ses écrits psychologiques, poétiques et surtout biologiques, et notamment dans l'Histoire des animaux, qui est non seulement l'ouvrage le plus long de tout son corpus, mais également une de ses œuvres appelées à devenir les plus célèbres. Dans la politique, le philosophe souligne ainsi que les animaux sont susceptibles, au même titre que les hommes, d'être fascinés par la musique, même si le plaisir qu'ils éprouvent à l'écouter reste grossier. Alors, le même constat est fait à plusieurs reprises par l'exemple, à travers les exemples, dans l'histoire des animaux. On y lit par exemple, entre autres, que la biche se laisse facilement prendre par les chasseurs si l'un d'entre eux chante ou joue de la flûte. Alors, dans toute l'Antiquité, il y a toutes ces techniques de chasse par la musique qui sont assez curieuses. Il y en a plusieurs. Aristote ne se contente néanmoins pas de souligner la sensibilité musicale exceptionnelle de certaines espèces. Il s'intéresse aussi au chant, avec ou sans guillemets, que font entendre de nombreux animaux, et ses remarques sur ce point s'inscrivent de manière très intéressante à l'intérieur d'une réflexion plus large sur les sons produits par les êtres vivants. Il introduit d'abord une série de distinctions terminologiques et conceptuelles. Il distingue avant tout entre le son inarticulé, le bruit, psophos, la voix, phoné, c'est-à-dire le son émis par un être animé, même si les instruments de musique ont aussi une phonée. Donc, et la dialectos, c'est-à-dire le son articulé ou langage. De ces trois phénomènes, son, voix et langage, le son embrasse donc le champ le plus large, tandis que la voix est strictement liée aux êtres vivants. Aristote précise que le genre des oiseaux, qui va nous intéresser tout particulièrement, possède une voix, mais seuls ceux qui ont une langue large ou qui n'ont pas la langue en pointe ou qui sont susceptibles de produire comme l'homme une dialectos, c'est-à-dire un son articulé. Le perroquet, qui a la langue large, est par exemple capable d'émettre des sons articulés semblables à ceux des hommes. Et précise Aristote, il le fait surtout quand il a bu du vin, quand il a un coup dans le nez. C'est assez amusant comme passage. Aristote s'emploie alors à opérer des distinctions entre les oiseaux selon qu'ils sont muets ou émettent des sons. Il cherche souvent à préciser les caractéristiques de ceux-ci par l'emploi d'un verbe mimétique de son objet. Alors, les coqs, kokouzousi, les perdrix, selon les lieux kakabidzoussi, ou font tritri. Alors, je ne sais pas si c'est moi, j'ai trouvé cette traduction faute de mieux, trizoussine. Les grues sifflent, épisuritousi. Ou bien, il caractérise encore le son, la voix des oiseaux par leur degré de hauteur. La grive litorne fait entendre un son aigu. Oxou, stegetai. Il les caractérise aussi par leur intensité. Les grues donnent l'alerte en criant, bone.
Le gypaète, qui, si j'ai bien compris, est une forme d'aigle, d'oiseau de proie, crie et murmure boa kai minurizei. Alors, ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'Aristote distingue très clairement entre oiseaux chanteurs, adeilles, et oiseaux qui ne le sont pas. Certains oiseaux sont ainsi expressément répertoriés comme chanteurs, tels le rossignol, bien entendu, la perdrix, le brinte, alors qui est donc Oudikos. Alors le brinte, c'est un oiseau marin qui n'est pas identifié, donc le brinte. Le merle, qui chante, adeille, ou le cygne à l'approche de la mort. Donc ici, Aristote reprend la légende immortalisée par Platon. Alors d'autres animaux, d'autres oiseaux ont simplement une voix harmonieuse. Aristote remarque encore que certaines espèces peuvent passer selon les saisons du chant au bruit. Le merle chante en été, adeille, mais en hiver fait entendre un claquement sec, patagei, et discordant, stegetai torubodes. Alors évidemment, le rossignol est le cas le plus intéressant. Les rossignols chantent de manière différente selon les saisons. Vous voyez, donc ils chantent au printemps de façon continue pendant 15 jours et 15 nuits. Puis ils continuent à chanter, mais plus sans interruption. Et au cours de l'été, il émet une autre voix qui n'est plus susceptible d'autant de modulations. Donc la première constatation d'Aristote est qu'il y a un chant qui est lié à la saison et qui a évidemment quelques fonctions liées à ces moments précis de l'année. Mais il y en a une autre qui est super intéressante, la voilà. Les rossignols, certains ne chantent pas avec la même voix que leurs parents s'ils ont été élevés loin d'eux et ont écouté les chants d'autres oiseaux. Ce qui voudrait dire que bon, cet oiseau a une forme de partage, une forme d'apprentissage et donc qui détient une forme de protoculture, exactement. Alors, il peut sembler comme dire une remarque de fantaisie, mais en fait, les ornithologues et les zoologues aujourd'hui ont confirmé tout à fait cette observation, c'est-à-dire les rossignols, disons, chantent selon l'endroit où ils se trouvent, au point qu'ils parlent des dialectes différents. Hein, les rossignols occitans ne chantent pas de la même manière que les rossignols alsaciens. Alors, voilà. Ils n'ont pas le même répertoire. Exactement. Donc, alors, cet aspect est très intéressant, mais donc, encore des choses à mettre en évidence. Le fait que les animaux sont interprétés, disons, par Aristote, toujours dans une échelle graduelle. C'est-à-dire, il y a une sorte de progressive affirmation de certaines capacités. Alors, par exemple, certains animaux possèdent la faculté sensitive, certains non seulement la faculté sensitive, mais une véritable capacité de représentation, c'est-à-dire de réactualisation d'une image perçue dans le passé. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire qui fonctionne d'une manière différente dans différentes espèces d'animaux. Ce qui voudrait dire déjà une chose assez intéressante du point de vue anthropologique, si vous voulez, et même dans la conception de l'animal. C'est-à-dire l'idée d'opposer tout simplement homme et animal ne fonctionne pas pour Aristote. C'est-à-dire, il faut imaginer une sorte d'échelle des êtres vivants qui commence par les plantes, même à l'intérieur de chaque classe, de chaque espèce, il y a plusieurs genres, espèces qui sont graduellement capables de faire des choses différentes. Non? Donc, et puis, donc, la deuxième remarque importante, justement, les chants de certains oiseaux peut donc n'est pas être inné, mais transmis de génération en génération et conditionné par l'enseignement et l'exercice. Donc du coup, vous voyez, donc par rapport au raisonnement qu'on a vu actif déjà dans les sources anciennes, selon lesquelles ce serait tout instant comportement instinctif. Voilà, ça c'est un argument qui est, disons, en discontinuité avec cette thèse générale. Et ce qui est le plus important provient d'une observation. C'est-à-dire Aristote, comme on le sait, c'est les scientifiques de l'époque. Donc c'est quelqu'un qui, à travers l'observation, note qu'on ne peut pas mettre tout dans la même catégorie et que donc il est nécessaire de produire justement cette discontinuité progressive, comme dit. Voilà. Du stoïcien et néo-académicien ont soutenu, grâce
à Aristote, mais aussi grâce aux ambiguïtés de Platon, des ambivalences de Platon, ont soutenu des vues antagonistes à propos de l'éventuelle part de raison qu'impliquait la sensibilité et les performances musicales des animaux. Alors, on va commencer par les stoïciens. Alors ici, vous avez les deux représentants des deux écoles adverses. Alors, vous avez Carnéade, c'est bien Carnéade, et Cléante, celui des fourmis. Là, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'anecdote qui reparaît dans tous les traités de zoologie des fourmis de Cléante. Un néo-académicien, un stoïcien. Voilà, donc l'un est néo-académicien, l'autre stoïcien, et ce sont donc les deux têtes sans doute pensantes à propos de cette réflexion sur les animaux. Les philosophes, comme vous le savez, les philosophes du Portique, dans leur vision anthropocentrique du monde, considéraient sans ambiguïté la raison comme le seul privilège de l'homme. L'intelligence et la raison comme le seul privilège de l'homme. Les animaux, en tant qu'êtres irrationnels, ne pouvaient posséder une techné, ars, donc la musique, donc, dont la maîtrise supposait une épistémé scientia, donc un ensemble de connaissances, un savoir indissociable de la raison, et le logos, la ratio. C'est pourquoi, même si certains produits de l'activité animale pour les stoïciens étaient quelquefois susceptibles d'apparaître semblables, voire supérieurs à ceux de l'activité humaine, ils étaient en fait, selon eux, le résultat d'une pure impulsion naturelle qui incitait les animaux, grâce aux organes dont ils étaient dotés, à réaliser spontanément, sans y penser, certaines tâches en vue de leur bien-être et de leur conservation. Sénèque l'explique ça très bien. Alors, pour ce philosophe, l'ars avec laquelle l'araignée tisse sa toile ou l'abeille construit ses rayons est inné et ne s'apprend pas. Donc, Sénèque se fonde sur l'immédiateté du comportement des animaux et l'absence de variété dans leur production. Il souligne bien que les toiles d'araignée et les rayons de miel sont tous identiques pour démontrer que ces productions ne sont pas le fruit de l'intelligence ou d'une quelconque forme d'apprentissage, mais de l'instinct de conservation dont la nature les a pourvus, en leur donnant en même temps les moyens de se défendre et de rechercher ce qui leur est avantageux. À l'inverse, et Sénèque le souligne bien, l'ars humaine est le fruit d'une scientia, d'une connaissance acquise par l'apprentissage. Ses productions sont inégales et sa finalité ne vise pas forcément à la seule conservation de l'artisan-artiste. Entre guillemets, là. Dans les lettres à Liculius, la voix particulièrement suave et variée du rossignol est présentée comme un simple don naturel de l'espèce, au même titre que la voix très claire du chien, celle aiguë de l'aigle ou encore celle exceptionnellement grave du taureau. Aucun de ces animaux n'a pour autant la raison, souligne Sénèque, qui demeure l'apanage de l'homme. Sénèque s'en tient là et ne s'interroge pas plus avant sur les capacités musicales des animaux. Et il se garde bien de parler des rossignols, enfin ou peu, en particulier de ce que dit Aristote, vous allez voir. Un contemporain, donc le juif hellénisé Philon d'Alexandrie, dont la réflexion sur les animaux est fortement inspirée par le stoïcisme, s'expose un peu plus. Le texte le plus important pour notre problématique est le dialogue intitulé « Alexander », écrit vers 45-50, alors j'invente, on n'est pas sûr, mais peu importe, et qui ne nous est parvenu malheureusement qu'à travers une version arménienne, on n'a pas l'original grec, ce qui est dommage. Mais quand même, ce dialogue présente l'avantage, très important pour nous, pour notre problématique, de présenter tour à tour les arguments des néo-académiciens, fervents partisans de la raison animale, comme vous allez le voir, et ceux des stoïciens. Le premier qui s'exprime dans ces dialogues est justement Alexandre. Et vous voyez ce qu'il soutient. Les animaux possèdent les logos endiathetos, raison pensante, raisonnement, et la raison proférée, c'est-à-dire la capacité à énoncer sa pensée et son discours. Et regardez cette remarque, corbeaux, tourterelles et hirondelles chantent des mélodies rythmiques qu'il est possible de reproduire, pour lesquelles on peut écrire des paroles. Ce qui est intéressant de montrer aussi cette ouverture vers les langages, sinon notre l'aspect rythmique et articulé, la dialectos au fond. Non, celui qui, pour les étudier, voudrait mettre tout son soin à les écouter, ne devrait pas hésiter à passer quelque temps dans les parcs du voisinage où l'on rencontre toutes sortes d'oiseaux doués des talents musicaux qui, en dépit
d'une apparente confusion, chantent ensemble avec harmonie. Alors ça, ce n'est pas la voix des Philons, mais c'est son adversaire. C'est l'Alexandre qui, justement, reconnaît à l'animal, justement, ses capacités. Mais que pensait Philon de telle assertion? Alors, il n'est pas convaincu, évidemment. Il affirme pour sa part que, bien que certains des actes des animaux ressemblent à ceux des hommes, ils les accomplissent sans penser, passant alors à la raison proférée pour répondre à Alexandre à propos du chant animal. Il fit une comparaison entre la voix des oiseaux et les instruments de musique. Alors, regardez, c'est un aspect intéressant, parce qu'au fond, il dit quelque chose qu'on a vu déjà dans les sources précédentes, c'est-à-dire, voilà, tout au plus, les animaux sont capables de faire ce qu'on fait avec la musique instrumentale, qui au fond, justement, nous intéresse peu, parce qu'elle manque de signification, elle manque de logos. Ce serait la thèse des Philons, hein, en opposition à ce que reconnaît Alexandre. Donc, on a cette opposition, au fond, entre le musiqué, qui, au fond, est de la poésie chantée, c'est-à-dire l'idée aujourd'hui, on dirait des musiques vocales, mais c'est essentiellement, disons, si on pense à l'Antiquité, de la poésie chantée, et la musique instrumentale. La musique de la voix humaine, quant à elle, ne peut être comparée, justement, avec aucune autre. Et là, le privilège extraordinaire qu'il a fait estimer, la clarté due à l'articulation distante. En fait, c'est ce qu'il veut dire, c'est une sorte des réflexions qui va plutôt vers une sorte des mises au point sémiotiques, hein, c'est-à-dire voilà, la clarté due à l'articulation distante, c'est le fait qu'il y a une signification derrière. Hein. Les autres espèces usant des inflexions que la voix peut recevoir et des variations successives des sons font plaisir seulement aux oreilles. Mais l'homme a reçu de la nature une organisation qui lui permet autant de parler que de chanter. Aussi peut-il ravir les oreilles et l'esprit. Les oreilles en les charmant par la mélodie et l'esprit en attirant son attention sur le contenu de la pensée. C'est une absence de signification, au fond, qui empêche à la musique animale, pour l'appeler ainsi, donc d'être rapproché de la musique des hommes, autrement que par analogie. Soulignons qu'il s'agit ici bien de la musique ou de la musiquée dans le sens que Platon a exposé dans les lois, comme union d'harmonie, rythme et logos. Mais aussi, en un sens plus général, nous n'hésiterions pas à considérer que ces discours semblaient parfaitement légitimer un rapprochement des émissions sonores des oiseaux avec la musique instrumentale des hommes. Et en effet, c'est ce qu'on va retrouver dans les sources suivantes. Alors, on va passer rapidement à un autre écrivain, qui est Pline l'Ancien. Alors, vous savez que c'est un encyclopédiste, auteur d'une histoire naturelle, et qui a consacré les livres 8 à 11 de son œuvre aux animaux. Le livre 10 est notamment entièrement consacré aux oiseaux. Alors, certes, ce n'est pas un philosophe, mais nous l'avons intégré dans notre parcours, car il envisage, lui aussi, naturellement, la nature d'un point de vue philosophique. Et on sait que le cadre est clairement stoïcien de sa pensée, mais il n'hésite absolument pas, si besoin est, à infirmer les thèses stoïciennes à propos des animaux lorsque celles-ci ne coïncident pas avec ses propres observations. Car, comme nous allons le montrer, j'espère, ce n'est pas le vulgaire compilateur sans esprit critique qu'on a quelquefois vu en lui. Il fait notamment, à propos de la musicalité des animaux, des remarques vraiment originales et qui illustrent en particulier son éclectisme philosophique. Il passe à l'école adverse avec armes et bagages. Je ne résiste pas à l'envie de vous communiquer cette notice piquante qu'on trouve au livre 9. On y apprend que le dauphin est non seulement un ami de l'homme, ce qu'on sait, mais aussi de l'ars musica. Et notamment, il est tout particulièrement charmé, quoi d'étonnant pour un animal aquatique, par le son de l'orgue hydraulique. Autre remarque personnelle qu'il appuie sur son expérience, il n'hésite pas, pour sa part, à réfuter le grand Platon en disant que la légende du chant des cygnes, c'est du pipeau. Il le dit très clairement. Il ajoute enfin une catégorie, celle des oskines, des oiseaux aux scènes, ceux dont le chant particulier est un présage.
Alors, le cas du plus chanteur des oiseaux aux scènes, c'est-à-dire le rossignol, reste une fois encore le plus intéressant et illustre parfaitement sa démarche d'observation personnelle et son éclectisme philosophique. Regardez la notice sur le rossignol. Déjà, à première vue, comme ça, vous avez la première partie qui est presque totalement aristotélicienne. Regardez qu'est-ce qu'il observe. Les rossignols font entendre leur ramage pendant 15 jours, 15 nuits consécutives, sans interruption. Après, ce qui se passe, sa voix change, donc, disons, le début est tout à fait aristotélicien, repris de la chose. Mais après arrive l'aspect original, fantastique de cet encyclopédiste naturaliste qui observe et qui tente de décrire d'une manière plus précise ce qui se passe. Alors, cette idée, il émet un son modulé, tantôt étiré en longueur par une émission de souffle continu, tantôt varié par une inflexion de souffle, tantôt coupé par un souffle saccadé, enchaîné en roulade, prolongé par une reprise, assordi tout à coup. Parfois aussi il gazouille pour lui-même, la voix pleine, grave, aiguë, hachée, filée, etc. Alors, il peut sembler qu'on dire toute une sorte des catalogues un peu mis là à hasard. Mais, alors, on a fait une tentative, ça on avait, il y a quelques années, donc, de retrouver, au fond, ces formules, hein, et elles correspondent vraiment très très bien à ce que après les ornithologues auraient décrit effectivement d'une manière un peu plus systématique et scientifique, disons, par rapport au chant de cet oiseau. Alors, regardez, on commence par cette idée du continuo spirito traitor in longum, c'est-à-dire étiré en longueur par une émission de souffle continu. Ce sont lourés qu'on note de cette manière en notation, comme dire un peu appuyé, tenu comme ça un peu sur la longueur, que c'est typique de cet oiseau, parce que c'est vraiment son chant typique. Alors, Messiaen, dans cette transcription, fera justement de ces motifs, les motifs caractéristiques vraiment du rossignol. Regardez donc même la séquence décrite par Pline. Nunc variatur inflexor, varié par une inflexion, parce qu'en fait, l'oiseau, donc, le rossignol pointe cette note, donc, d'une manière, comme ça, très claire, et après, une inflexion qui baisse sa justesse. Vous allez l'entendre avec cet exemple, mieux de mon exemple sifflé. Alors, ce que vous avez ici est la représentation, donc c'est les traces que j'ai reprises d'un sonogramme qui montre que chaque note est infléchie vers le bas, effectivement. Et la formule termine avec un son coupé par un souffle saccadé, distinguitor conciso, ce que les ornithologues représentent par cette formule tio, 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 barit, non, cette petite formule qui interrompt de manière nette, disons, l'émission continue initiale. Vous allez l'entendre. Vous voyez, on entend tous les éléments de la description à la perfection, c'est-à-dire le fait qu'il y a ce son louré qui est tenu en longueur, le fait qu'il y a une inflexion vers le bas et à la fin un souffle saccadé qui interrompt soudainement le son. Voilà, ça c'est pour montrer la précision, disons, de la des plis. Voilà. Deuxième aspect important de la discussion, et voilà, c'est Agnès qui va vous le présenter. Alors, je voudrais vous faire remarquer que quand même ici, ce que fait Pline, il fait ce que l'Alexandre de Philon suggérait de faire, c'est-à-dire d'aller écouter et de bien observer et d'étudier les séquences musicales, c'est ce qu'il fait. Mais Pline ne se contente pas seulement de constats empiriques comme Alexandre, il s'emploie aussi à démontrer, là encore contre les arguments des stoïciens, que la parfaite science musicale, alors voilà, vous voyez là, que la parfaite science musicale, perfecta musica scientia, que selon lui possède le rossignol, permet sans contexte de faire de son chant le résultat d'une ars. Il emploie tous ces mots. Pour ce faire, alors, il met en avant la remarque décisive d'Aristote que ni Sénèque ni Philon n'avaient repris, si vous vous souvenez,
Aristote affirmait que le petit du rossignol apprenait le chant de ses parents et chantait différemment s'il était séparé d'eux. C'était là une observation, le chant par apprentissage, qui mettait sérieusement à mal un argument fort des stoïciens pour qui les productions d'activité animale ne pouvaient pas impliquer la maîtrise du ars, étant donné qu'elles n'avaient donné lieu à aucune forme d'apprentissage préalable. Pline, sans doute à l'exemple des philosophes néo-académiciens, s'engouffre donc dans la brèche pour opposer sur ce point aux stoïciens l'exemple du ramage, non pas inné mais acquis du rossignol. Et donc vous voyez ici, alors c'est un texte très beau littérairement, puisqu'il met en scène une véritable leçon de chant où un rossignol élève, écoute avec grande attention, puis répète les séquences proposées par un rossignol maître, qui est son professeur. Et alors, le maître critique et l'élève reprend avec beaucoup et étudie consciencieusement. Donc ici, il met vraiment en scène la notice d'Aristote. Alors, aux yeux de Pline, le rossignol est donc capable d'une ars fort élaborée, perfectible, transmissible et surtout pratiquée pour l'amour de l'art. Alors, si vous vous souvenez, Aristote parlait d'un chant en situation de compétition et pour la propagation de l'espèce, et visant la propagation de l'espèce. Eh bien là, non. On peut mourir, le rossignol peut mourir si jamais un autre rossignol chante mieux que lui. Et donc, il meurt en chantant. Et donc, on va retrouver ce motif. Alors... C'est la propagation d'espèces des dégâts. Oui. La sélection de l'espèce. Voilà. Et il y a encore les cigales de Platon, quand même. Oui. Donc, alors, en tout cas, il atteste sans doute mieux que l'Alexandre de Philon que les néo-académiciens, dans leur polémique contre les stoïciens, utilisaient les prouesses musicales de certains oiseaux et leur capacité d'apprentissage pour prouver que la raison n'était pas forcément l'apanage de l'homme. Voilà, maintenant passons à un professeur de philosophie, c'est M. Plutarque, qui est au tournant du deuxième et troisième siècle, c'est un académicien, évidemment, a consacré aux animaux des réflexions devenues très célèbres, et dont ce traité de l'intelligence comparée des animaux terrestres et aquatiques à l'intérieur de ces murailles. Donc, alors, Plutarque a un argument central qui est au fond assez simple pour expliquer l'intelligence des animaux. Pourquoi attribue l'intelligence aux animaux? Vous l'avez synthétisé ici. C'est un argument évidemment contre les stoïciens et les péripatéticiens aussi, parce que bon, évidemment pour les aristotéliciens, même s'il y a une gradualité, la différence quand même reste claire entre ce qui est logos et ce qui ne l'est pas. Et alors, comment attribuer de l'intelligence ou une part d'intelligence et de raison aux animaux? Tout simplement parce que la sensation ne peut exister sans la faculté de comprendre. C'est ça l'argument de Plutarque. Et donc, les animaux ont une intelligence et une raison dans une proportion plus ou moins grande selon les espèces et selon les individus. Et ce qui fait penser donc que même les animaux sont capables d'une quelque forme d'intelligence, on peut l'appeler ainsi. Évidemment, l'intelligence de l'animal est rendue d'abord visible par ses mouvements, ses affects spontanés, mais voilà, Plutarque remarque la sensibilité de certains animaux pour la musique et les rythmes et le plaisir indéniable que ceci procure. Donc, il fait plus que ça, il va distinguer des catégories d'oiseaux chanteurs, donc c'est dont la musicalité est innée, et ne doit rien à un quelconque apprentissage, et d'autres qui disposent en revanche d'une technique en écoutant autrui. Non seulement ils apprennent l'art par imitation, mais même ceux qui demanderaient, selon lui, un degré plus élevé encore des raisons, sont capables de l'enseigner à leur tour. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît derrière? Il y a encore cette gradualité aristotélicienne.
mais qui est tourné d'une manière à la faveur de l'animal, en quelque sorte. Il faut dire, certainement, il y a des catégories différentes d'animaux, mais certains sont carrément capables d'imitation et apprentissage, ce qui est l'essentiel. Alors, et même, donc, s'il faut des raisons pour enseigner il faut plus de raisons pour enseigner que pour apprendre. Croyons Aristote quand il nous dit que les animaux ont aussi cette faculté. On a vu une femelle des rossignols apprendre à chanter à son petit. Ajoutons à cela que les oiseaux de cette espèce, capturés en bas âge et enlevés aux soins maternels, chantent moins bien que les autres. Donc, encore une fois, cette idée que l'oiseau exposé à un certain environnement chante plus ou moins bien ou différemment. Les rossignols qui sont élevés avec leur mère reçoivent son enseignement et apprennent, non point pour de l'argent ni pour la gloire, mais pour le plaisir de se faire écho. Leurs chants, des uns aux autres, préférant dans leur voix le beau à l'utile. Donc c'est presque un argument. Plutarque insiste bien, lui, c'est pas le chant en situation pour quelque chose, pour la conservation de l'espèce, c'est un chant pour l'amour du chant et de l'art. Voilà. Et alors, à ce sujet, il y a un célèbre exemple qui est bien connu de cette source ancienne, mais je laisse raconter Agnès parce que c'est vraiment trop rigolo. Ah oui, alors là, quand même, alors même si le rossignol quand même est vraiment un musicien hors pair chez Plutarque, il faut quand même laisser attribuer la palme à une pie, une parleuse qui est devenue chanteuse par amour pour la musique. Alors voilà d'abord ce que nous dit Plutarque des oiseaux qui, comme les étourneaux, les corbeaux ou les perroquets, donc la pie, cette pie-là, était manifestement capable d'apprendre à parler et offrait, dit Plutarque, un flux vocal dont la souplesse et l'agilité imitative se prêtaient merveilleusement à tous les exercices de mise en forme. Et là, on voit qu'elle était dotée à la fois pour Plutarque du logos endiathetos, dont on a parlé tout à l'heure, la raison pensante, la raison intérieure et la raison proférée, le discours. Mais voilà ce que fait cette pie. Alors, je vais pas lire tout le texte, parce qu'on est déjà bien long, mais vous voyez, alors c'est toute une anecdote assez fantastique et merveilleuse. Alors, c'est une pie qui vit chez un barbier et elle parle, et elle ravit tout le voisinage parce qu'elle imite tout. Et elle parle, jusqu'au jour où des funérailles passent près de la place où se trouvait la boutique de barbier, et il y avait des musiciens hors pair qui accompagnaient ces funérailles, en particulier les trompettes, et donc admiration générale, et les funérailles s'arrêtent, on oublie le corps, et là les musiciens se mettent à faire un petit concert improvisé, et la pie en reste littéralement bouche bée, ou plutôt sans voix. Elle reste sans voix pendant 2 jours. Elle oublie, nous explique Plutarque, le boire et le manger. Donc elle oublie tous ses besoins naturels, elle ne parle plus pour rien, elle devient muette. Et alors on pensait que c'était un barbier, un rival du jaloux qui l'aurait empoisonné, etc. Non, pas du tout, explique Plutarque. Elle, il faut croire que c'était exercice et retraite intérieure de son talent d'imitation qui montait et préparait la voix comme un instrument. En effet, brusquement, elle se fit entendre de nouveau et avec éclat. Ce n'étaient plus les imitations habituelles, connues depuis longtemps, mais les mélodies que les trompettes avaient jouées, rendues phrase après phrase avec modulation, changement d'accent et de tempo, restituées dans les moindres détails. Donc, les oiseaux ont appris à chanter aux origines à l'homme, mais la pie, elle a appris la musique de l'homme par amour pour la musique. Et c'est devenu une extraordinaire musicienne. Alors, nous, on n'a pas trouvé une pie qui était capable de ça, mais j'étais quand même assez... étonné. Je pense que j'ai éprouvé plus ou moins ce qu'a éprouvé le bon Plutarque quand j'ai entendu cet oiseau, c'est Ménate, auquel j'ai proposé moi-même une mélodie. Et vous allez entendre qu'est-ce qu'il a fait. Il a répété. Alors, ça, quand Plutarque vous dit
qu'il était capable de faire. Notez qu'il a, sur le moment, il a réfléchi un moment, il a attendu, il a écouté attentivement, et après, il a fait ce que j'ai fait. Alors, la seule chose, je dois dire, il m'a pas fait le vibrato, mais à part ça, il y a la justesse est parfaite. Alors, j'y arrive, hein. Voilà. Écoute, la pique. Il a répété. C'est l'oiseau. Bien sûr. C'est un ménate. C'est vachement attentif. C'est lui. C'est comme l'oiseau que tu vois. C'est comme l'oiseau de le rossignol de Pline. Il écoute. Alors, il était où ce ménage? c'était à Herblay, dans un local, donc on était à l'occasion d'un mariage, et ils avaient donc ces ménates, et après... Improvisé ça? Si, absolument. c'est lui qui lui a fait faire. Il était. Il va aller dans un zoo prendre... Non, je lui ai proposé, je lui ai sifflé une mélodie, voilà. Mais c'est pas seulement une mélodie, on peut lui dire bonjour, salut. Oui, beaucoup de choses. Bon, Mais notre premier son qu'on entend, c'est lui qui dit bonjour, c'est ça? si, c'est ça. Ah ouais. Exactement. C'est quand même assez extraordinaire, voilà. C'est un ménate. Donc voilà, C'est vraiment plus incroyable. ou moins on a. Alors- C'est pour nous mettre dans l'émotion des Plutarque qui écoutait la pie parleuse. Voilà. C'est Je plus ou viens moins. de comprendre ce qui se passe chez moi. J'ai un couple de pies sur l'arbre devant chez moi Mhm. et ils passent leur temps à s'engueuler. Et je viens de me rendre compte qu'ils imitent nos voisins. Ah, parfait. Mais il y a des exemples étonnants. Il y a des exemples étonnants. Il y a un oiseau, je crois, je sais plus quel est cet oiseau, qui vit dans le parc de Yellowstone. Et un énéthozoologue a remarqué, donc il y avait un de ces oiseaux qui avait été apprivoisé par un flûtiste professionnel qu'il avait chez lui. Et après, il est reparti dans la nature. Et depuis, alors il imitait les sons de la flûte de ce flûtiste professionnel. Et depuis, cette race d'oiseaux du parc de Yellowstone a intégré dans son répertoire la flûte, les morceaux de flûte, quelques séquences de morceaux de flûte que faisait ce flûtiste. Bon, voilà. Alors, comme l'heure tourne, on va pas retarder l'AG, je pense qu'on va sauter Élien. On va sauter les liens. Mais alors, Élien, c'est incroyable, c'est les signes choristes. C'était vraiment incroyable. Mais bon. Oui, mais bon, je crois qu'on va le sauter. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Parce que sinon, on va pas, on s'est trop attardé, donc on va passer directement à Saint-Augustin et la conclusion. Ok. Alors, la position, alors on vient de voir ces deux positions, non? Néo-académicien d'un côté pour l'intelligence des animaux et stoïciens qui ont une ligne de démarcation assez nette. Alors la position des stoïciens selon laquelle si les oiseaux peuvent être musiciens, c'est là l'œuvre de la nature et non de la raison, trouve un écho significatif chez les penseurs chrétiens et notamment donc les penseurs du IVe siècle, et je pense en particulier à saint Augustin et à son De Musica écrit en 386. C'était l'époque où il s'est préparé au baptême et donc il a conçu ces dialogues entre un maître et un élève. Voilà. Et dès le début du premier livre, saint Augustin énonce une célèbre définition de la musique dans ses traités comme scientia bene modulandi, vraisemblablement donc emprunté à Varron, mais nous n'avons pas le traité de Varron. En substance, pour qu'il y ait de la musique, les mouvements produits ne doivent pas seulement observer une mesure, mais doit être fait avec art, c'est-à-dire bene, dans ce cas. Alors, pour sonder cette définition, Augustin recourt à quelques exemples pris au monde animal. Alors, il observe que le rossignol est capable d'un chant printanier très doux, numerosus. Alors, dans les dialogues d'Augustin, le terme numerus
Le nombre a une signification assez complexe. Disons que c'est lié à l'idée des rythmes, des mouvements, des mètres, mais il y a toute une classification assez importante dans ce dialogue entre le nombre, les numériques de la mémoire, les numériques de la, liés à la métrique. Donc, mais disons, grosso modo, le fait s'il est numerose, ça veut dire qu'il respecte les rythmes et la mesure et adapté à la saison. Après, il observe, ça c'est des observations qu'il fait l'élève, éléphants, ours et autres espèces semblent se mouvoir en rythme et manifester un certain plaisir d'écoute. Tous les oiseaux chantèrent, se délectent intensément, donc des sons harmonieux qu'ils produisent. Mais il y a une sorte de position de principe qui est assez similaire à celle qu'on a trouvée chez les stoïciens et même avant, peut-être dans un courant plutôt platonicien. L'homme a plus de valeur non parce qu'il observe les lois des numériques, mais parce qu'il les connaît. L'oiseau observe les lois des numériques, c'est-à-dire il chante de manière rythmique et régulière. Il chante des séquences qui sont musicales. Cependant, il ne sait pas pourquoi il le fait. Et donc, seulement celui qui a conscience de ce qu'il fait, on peut dire qu'il a vraiment de la valeur, si on veut. Le fait que quelques espèces comme les pies, les perroquets, les corbeaux sont capables d'imiter ne vient pas infirmer cette thèse. En tant qu'art, donc ars, la musique ne peut être ramenée à la seule imitation, mais comprend aussi un moment rationnel. Donc, c'est vraiment l'idée poser cette démarcation. Alors, face à cette position, comme d'habitude dans ces dialogues, comme c'était déjà chez Philon, la position plus intéressante est celle de l'interlocuteur, qui est l'élève, et les perplexités de l'élève. Comme il possède une mémoire et un sens intérieur, les animaux respectent la loi du numerus. Les sons et les mouvements qu'ils produisent et apprécient rassemblent assez émis par les flûtistes ou citharistes, les aulettes et les citharistes qui jouent correctement. Alors, s'il y a une sorte de considération éthique qui interdit au maître de donner les noms de musique à cette activité, cela n'empêche pas qu'en elle se manifeste un certain degré d'ordre. Donc, chose qu'Augustin reconnaît très clairement via la voix de l'élève. Qui est après le maître rectifie la chose en disant mais par principe c'est seulement celui qui sait qui peut faire produire vraiment de la musique ou peut avoir conscience de ce qu'il fait. Mais le nœud du problème est que pour chanter et pour jouer il faut de la mémoire, et la notion de mémoire dans ces dialogues est extrêmement importante. Depuis Aristote, la présence de cette faculté est reconnue à certains animaux capable de réactualiser une image perçue dans le passé. C'est vraiment ce qu'on appelle dans l'Antiquité la fantasia ou l'imagination, la capacité de réactualiser une image du passé. Et, dans un sens plus général, donc, d'apprendre. En fait, sens et mémoire suffisent non seulement à rendre raison de l'habilité d'exécution, mais aussi de la capacité de jugement primordial que la nature a donné à celui qui écoute. S'il faut s'en tenir au principe qui veut que ce soit l'esprit qui commande au corps et non l'inverse, on ignore alors pourquoi il faudrait condamner l'exercice de la mémoire chez ceux qui chantent ou qui jouent. C'est-à-dire que Augustin se trouve dans cette position ambivalente. Il se dit comment c'est possible que l'animal puisse avoir une telle capacité de réactualiser une image perçue dans le passé, de faire fonctionner la mémoire, le système de représentation, et en même temps, comme dire, il faut dire le principe de base est que l'esprit doit commander au corps, principe qu'on retrouve aussi chez les néoplatoniciens, on n'a pas eu le temps d'en parler ici, mais eux aussi, ils ont fait quelques références au chant des oiseaux, et donc, par principe, on ne pourrait pas, comme dire, lui accorder cette capacité. Quelle est la solution d'Augustin? Tout simplement, on fait appel à la définition de départ, c'est la musique est une scientia bene modulandi. Scienza n'est généralement pas l'apanage des musiciens. C'est-à-dire, les musiciens sont ici les musiciens pratiques, ceux qui font les concerts, ceux qui arrivent à soulever l'enthousiasme de la foule. Donc, les succès dépendent des applaudissements de la foule.
il s'est dit, bon, les animaux sont un peu sur le même niveau, c'est-à-dire ils ne savent pas pourquoi ils font si bien, ils font bien, mais c'est un peu comme les musiciens qui font sans savoir pourquoi. Donc c'est cette sorte de rupture du divorce entre savoir théorique et pratique musicale, voilà, et un peu la note finale de cette discussion, parce que et c'est la note qui commence tout un long débat qui va tout au long du Moyen Âge. Comme vous savez, au Moyen Âge, donc c'est des manières de concevoir la musique, au moins pour un bon bout de temps, disons, divergent, s'amplifient, disons, ces divorces entre le savoir théorique et la pratique musicale. On peut rappeler Guy Laretin, qui autour de l'année 1000, vous savez, Guy Laretin, Guido d'Arezzo, qui est celui qui a inventé l'hexacorde, qui a inventé, on dit, les notes à partir bon, etc., etc. Mais Guido Laretin qui disait, au fond, les chanteurs qui ne savent pas ce qu'ils font sont comme des bêtes. Tout simplement. Et donc, on voit où ça a été relégué, comme dire, cette capacité purement animale de faire de la musique sans savoir pourquoi. Mais vous voyez bien que la solution est un peu systématique, c'est-à-dire, au fond, on se dit, c'est la conscience théorique de ce que la musique. N'oublions pas que la musique était devenue l'art du quadrivium, la science par excellence, avec l'astronomie, avec la géométrie, l'arithmétique, donc c'est des disciplines scientifiques. Alors face à cette musica teorica, comme dire, le chant des oiseaux ne pouvait qu'être dérubriqué, disons, dans les domaines de la musica pratica, c'est-à-dire des chanteurs qui, au fond, rassemblent beaucoup à des bêtes parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est un peu la note finale de notre débat. Mais, excusez-nous d'avoir été aussi long, je conclue rapidement. Alors, nous espérons avoir montré au cours de cette réflexion que dès les origines, les aptitudes musicales des animaux constituent un enjeu important d'une réflexion plus large consacrée à la compréhension de ce qui sépare ou unit l'homme et l'animal. Alors, les observations parfois ambivalentes de Platon et d'Aristote, ont jeté les bases d'une confrontation ultérieure qui fera des performances musicales des animaux tantôt le simple résultat d'une impulsion naturelle à laquelle la réflexion n'a aucune part, tantôt le signe d'une forme d'intelligence et de raison, certes inférieure à celle des hommes, mais réelle et capable d'aboutir à la maîtrise d'une ars. C'est le débat entre stoïciens et néo-académiciens dont nous avons rapporté quelques jalons. Dans ce débat, le chant de certains oiseaux constitue la preuve des extraordinaires capacités d'imitation, d'apprentissage et de transmission que l'on peut rencontrer dans le monde animal. Par la suite, le fossé que les stoïciens s'étaient employés à creuser entre monde humain et animal devient infranchissable avec les penseurs chrétiens. La dignité de musicus, désormais exclusivement liée à la maîtrise d'un savoir théorique, semble définitivement placée hors de la portée des animaux et des oiseaux. Merci.